Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre magazine d'actu, culture et société, tous les mardis 19h-21h. Moi je suis toujours So Spencer, votre go so sweet, so chill. On est là pour débriefer de l'actu, alors posez-vous chez vous, en voiture, sur l'ordi, devant vos téléphones. Je vous le dis encore une fois, vous pouvez nous regarder en direct sur move.fr. Comme tous les mardis, je suis pas seule, mais aujourd'hui exceptionnellement, je suis en tête-à-tête avec toi Flo. Oui, on est salut. en date. Leïla n'est pas là, on te fait de gros bisous. Elle sera de retour parmi nous mardi prochain. On pense fort à toi. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, la place des femmes dans la guerre. L'Occident connaissait une paix relative depuis maintenant plusieurs décennies, mais l'offensive russe en Ukraine nous a rappelé que la guerre pouvait éclater à tout moment, y compris aux portes de l'Europe. À cela s'est ajouté ce nouvel épisode sanglant auquel on assiste au Proche-Orient, hyper impuissant depuis déjà un mois. À l'heure où le monde est fissuré par les différents conflits géopolitiques, on a décidé avec Flo de revenir sur toutes les fois où les femmes ont joué un rôle majeur dans la guerre et dans la résistance. Pourquoi Friends reste une série cultissime 30 ans après? Avec le décès soudain de Matthew Perry, l'interprète du mythique Chandler, on a décidé de revenir sur cette série qui s'est imposée dans la culture populaire, mais pas que. On se questionnera aussi sur l'importance de l'amitié. Vous verrez qu'en plus d'être indispensable à l'équilibre personnel, l'amitié a aussi des bénéfices sur la santé. Et ouais. La rencontre annuelle du rap français et de la musique symphonique a eu lieu jeudi soir, ici à la Maison de la Radio et de la Musique. C'était la 8e édition du hip-hop symphonique et l'événement qui mêle musique urbaine et musique classique. Comme cette année aussi placée sous le signe des 50 ans du hip-hop, on va s'intéresser aux disciplines qui constituent ce mouvement, mais aussi à la place de la musique classique dans la culture populaire. Flo, comme toi Salut. Florence, le biopic de Florence Artaud réalisé par Géraldine Danon et à l'affiche depuis mercredi dans les salles. Ce film il est inspiré de la vie de Florence Artaud, la seule navigatrice qui a remporté la route du Rhum, mais ce film a aussi suscité de vives polémiques parce que la famille ne valide pas du tout l'image qui est renvoyée. Du coup, cette actualité nous a poussé à nous questionner sur la question de l'objectivité dans les biopics. Tout ça et bien plus encore, c'est dans la pluie et le beau temps, épisode 11 déjà. C'est reparti, let's go. Qu'il s'agisse de guerre civile, de guerre de libération, de peuples opprimés ou de guerre de religion, l'homme se bat depuis la nuit des temps pour le pouvoir, la conquête. Et le triste constat qu'on en a tiré nous aujourd'hui, c'est que peu de solutions peuvent pouvoir arrêter les conflits. Quand la poudre s'éteint quelque part dans le monde, la poudre se rallume ailleurs. Alors je sais que vous êtes tous au courant bien sûr que le monde traverse actuellement une situation géopolitique des plus compliquées et c'est un fait. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident n'avait plus connu de conflit armé majeur. On pouvait un peu naïvement espérer que cette situation perdure plusieurs décennies encore, on a espéré. Mais en février 2022, l'invasion de l'Est de l'Ukraine par la Russie a surpris tout le monde et depuis le conflit s'enlise sans qu'on puisse vraiment entrevoir une porte de sortie. Bien sûr, actuellement, entre la Palestine et Israël, les tensions se sont aussi ravivées depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et la riposte massive et sanglante de Tsahal, l'armée israélienne. Mais dans le reste du monde, sachez qu'il y a encore d'autres conflits. Dans l'actualité récente, on a notamment parlé de la situation en Arménie ou encore en République démocratique du Congo. Malheureusement, ce soir, on ne pourra pas détailler la nature de tous ces conflits meurtriers qui nous attristent et auxquels on assiste impuissants. Mais il y a quand même un sujet autour duquel on a discuté avec Florence qui méritait d'être discuté ce soir parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Ouais. Alors aujourd'hui, les guerres, elles sont perçues comme étant l'affaire des hommes uniquement. Généralement, c'est vrai que les femmes, elles sont exclues, elles sont juste des victimes passives de la brutalité que leur infligent les hommes. Pourtant, l'histoire nous a montré qu'à travers les âges, les femmes ont aussi joué un rôle majeur dans les conflits armés et qu'elles ont même parfois été des principales protagonistes. Flo, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment affirmer que la guerre, ça ne concerne que les hommes? Alors, d'abord, on peut dire que la guerre, c'est absurde. La guerre, c'est une inquiétude folle. La guerre, ce sont des pleurs, ce sont des morts. La guerre fait partie vraiment de l'histoire de l'humanité et la guerre, que nous soyons acteurs ou témoins, nous bouleverse tous. Et pour toutes ces raisons, elle est censée nous rendre égaux, mais pourtant elle est genrée. Elle est profondément liée à l'identité masculine où les femmes en fait sont perçues comme des faibles à protéger. Donc les femmes et les enfants d'abord, on entend souvent cette phrase. Pourquoi ? Parce que soi-disant, il y aurait des raisons biologiques. Les hommes auraient un instinct de prédateur, leur violence serait innée, puis ce serait du non-sens que les femmes puissent tuer étant le berceau de la vie. En fait. Exactement, résultat, on a inculqué ce culte de la guerre aux hommes dès l'enfance par le biais du sport ou même juste par les jouets par exemple. Moi, je pense aux armes en plastique qui sont offertes ça fait aux très garçons. militaire, tu vois. Et on peut carrément parler d'un formatage psychologique qui en plus remonte, ça date du monde grec et ça a continué au Moyen-Âge avec la figure du chevalier, donc voilà, jusqu'à aujourd'hui. Bref, le sacrifice masculin est jugé moralement plus acceptable que celui des femmes. Vrai homme est capable de mourir pour sa patrie et aime le goût du sang. Aïe, aïe, aïe. Et toi, So, imaginons que là je te dise que
tu dois sauver quelqu'un entre un homme et une femme, qu'est-ce que tu ferais, tu penses? C'est horrible. On commence, il est 19h05 à me poser des questions comme ça. En vrai, je pense que automatiquement, je pense que je vais m'identifier à une femme. Ouais. Donc je vais la sauver et puis solidarité féminine. Sache que c'est la réponse qui est donnée par la majorité des gens et c'est normal. C'est le constat d'une étude de la revue Social Psychological and Personality Science. Du coup, même avec des décennies de féminisme, les normes sociales refont surface dans le cadre de la survie en fait. Et en tout cas, si les femmes restent en retrait dans la guerre, c'est pas parce qu'elles sont naturellement plus douces et pacifiques, mais bien parce que la condition dans laquelle on les a enfermées, celle de victimes, donc les porte naturellement à s'effacer. Pourtant, elles sont pas du tout épargnées lors des massacres, loin de là. Ouais, et certaines ne sont pas privées d'enclencher des conflits armés sanglants à la star de Jeanne d'Arc, par exemple. Quelle femme. Sachant que l'histoire montre aussi que d'autres ont joué un rôle important dans la guerre et notamment dans la résistance. Justement, puisque tu me lances sur le sujet, on va parler de la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre qu'on a beaucoup étudiée à l'école, on le sait. Au cas où vous ne le savez pas, des millions de femmes ont été impliquées de manière passive comme active. Alors, je parle de production industrielle, de la résistance, des combats. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de femmes qui ont joué un rôle considérable. Et ça, on l'a pas étudié. Eh ben non, mais nous, on est là pour vous l'inculquer. Alors, pour information, donc dans l'Europe, en Allemagne, aux États-Unis, en France, au Japon ou au Royaume-Uni, elles travaillaient dans les usines d'armement. On a aussi les Allemandes qui étaient au service du Troisième Reich et donc elles participaient à la gestion des territoires occupés. En gros, elles étaient un petit peu au secrétariat, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait même des femmes qui s'engageaient dans des combats lors de la chute de l'Allemagne pour défendre corps et âme leur pays. Comme quoi, il n'y avait pas que des infirmières. Non, au contraire, il y avait même des femmes fortes. De toute façon, les femmes fortes, ça existe depuis la nuit des temps. Et on peut même citer des figures emblématiques qui se sont engagées dans la résistance, comme Lucie Aubrac, Lise London ou Germaine Tillon. Moi, j'aime beaucoup aussi la grande Joséphine Baker, qui est bien connue pour son héroïsme. Il faut même savoir qu'en France, les femmes représentaient quand même 20% de la résistance. Donc, c'est énorme quand même. C'est énorme et on n'en parle pas assez. Moi, je trouve, à part ces figures dont je t'ai parlé là, automatiquement tu vas pas avoir des noms, tu vois, directement. Et c'est vrai que on va aussi parler d'un autre domaine, c'est le journalisme. Alors je sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, le photojournalisme en zone de conflit s'est démocratisé. Et parmi tous les photographes accrédités et intégrés dans les troupes de soldats, on peut citer Alice Schalek. En fait, Alice Schalek, c'était une écrivaine et rédactrice en chef autrichienne qui a travaillé pour les services de presse officiels de son pays. Donc c'est quand même voilà, c'est pas n'importe qui, Alice. Et j'ai aussi un autre exemple, c'est celui de Gerda Taro. Donc elle, c'était une femme juive et communiste. Elle a fui l'Allemagne pour Paris en 1933 avec son compagnon qui s'appelait Robert Capa. Donc retenez bien son prénom à lui, parce que du coup, Gerda Taro, c'est la première femme reporter de guerre qui est morte sur le terrain. Et attention, le plus ouf, c'est qu'en fait, pendant longtemps, ces clichés ont été attribués à son compagnon Robert. Comme d'habitude. Voilà, et c'est juste au début du 21e siècle que son travail a été redécouvert. Super, on est ravis. Heureusement, aujourd'hui, les femmes ont pris leur place dans le journalisme. Quand même. Et dans la couverture médiatique en général, donc en tant que photographe de guerre justement ou journaliste de terrain, c'est un domaine où les femmes se sont totalement imposées. Aujourd'hui, on y est assez habitué, mais le virage est hyper récent en fait. À l'époque, il fallait vraiment se battre pour vaincre les préjugés entre le sarcasme des confrères ou même la méfiance des militaires. Et j'en passe, c'était toute une aventure avant l'aventure en fait. Et justement, il y a l'ex-grand reporter de France 3, Memona Interman, qui en a beaucoup parlé. Elle a couvert la guerre dès les années 80 et son credo, c'était vraiment qu'aucune menace ou intimidation n'allait l'empêcher de faire son boulot. Voilà. Elle raconte du coup dans son livre « Une journaliste ne devrait pas dire ça », la tentative de viol qu'elle a subie par Kadhafi lorsqu'elle était à Tripoli. Je vous balance un extrait de son passage, c'est chez C'est à vous. Des représailles de Kadhafi juridiquement, mais aussi des représailles physiques. Parce que ce qu'il m'a dit, ce dictateur, les derniers mots, c'était, puisque j'avais dit si je raconte à mes collègues ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous faites? Il m'avait dit, en regardant 2 fois, c'est très cinématographique, mais c'est tout à fait réel, I kill you. Et il m'a regardé, avec le doigt pointé vers moi, l'index, I send somebody to kill you. J'envoie quelqu'un vous tuer. Et on savait que Kadhafi avait des commandos qui venaient tuer les gens. Il l'avait fait en Grande-Bretagne, des opposants surtout en Grande-Bretagne, ailleurs en Afrique, en Allemagne. Est-ce que vous croyez qu'il aurait hésité? Et quand je suis retournée en Libye, en 2011, au moment de la chute du régime, d'ailleurs, on avait travaillé juste derrière le mur de la caserne Azizia, où cette rencontre incroyable avait eu lieu avec lui. J'étais toute jeune. Je n'y ai plus pensé. J'étais en train de monter mon reportage avec Pierre Guény, de France 3, et avec Salah Agrabi. C'est ouf. Et ouais, c'est juste glaçant. C'est ouf. Waouh. Franchement, cette histoire, elle est incroyable. Et je suis même pas sûre que s'il avait été vivant,
on aurait cru cette dame. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle a mis du temps à en parler en plus. Bah oui, bien sûr. En tout cas, grâce à ces femmes qui prennent tous les risques, on a quand même des reportages qui ressemblent étrangement pas du tout à ceux des hommes. Ouais, c'est ça. Ces femmes offrent un regard différent de la guerre, déjà parce qu'elles passent inaperçues en tant que femmes, et aussi parce qu'elles peuvent faire de leur genre un atout. Je m'explique. Parfois, face à des interlocuteurs masculins, ils voient en elles la possibilité d'être écoutées, et surtout, elles ont un accès à la parole des femmes qui est si rare et précieuse en temps de guerre. Du coup, les civils, eux, n'acceptent pas de partager leur intimité avec des journalistes hommes, et pourtant, c'est tout un pan de l'histoire, car c'est elles qui dirigent le foyer. Et en fait, le foyer, c'est vraiment tout ce qui reste quand justement tout fout le camp. Bah justement, on va en parler de ces femmes civiles qui restent au foyer juste après. D'abord, moi j'ai une question. Est-ce que toi, ça te plairait de poursuivre une carrière de journaliste sur le terrain? Je pense que je me suis déjà posé la question et pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est vrai que je me dis que ça doit être une dose d'adrénaline hyper forte. Et aussi, moi, j'aime trop ce métier pour les témoignages, donc ça doit être vraiment très très fort. Mais est-ce que j'en suis capable? Je ne sais pas pour l'instant. Et toi, ça te dirait ou pas? Sur le terrain, alors en temps de guerre, non. J'aime aussi beaucoup interviewer les gens, avoir des échanges, des réels échanges. Mais sur le terrain, franchement, je pense que j'aurais trop peur. Parce que mine de rien, enfin, c'est pas mine de rien, on risque vraiment sa vie. Puis même, c'est bête, mais il y a aussi l'histoire de la vie privée, je trouve, où tu te demandes si tu auras le temps de dealer avec toi et ton perso, qui est hyper important aujourd'hui. Bah, bien sûr. Bien sûr, surtout en temps de guerre comme ça, tu vois, enfin. Ah là là, c'est extrêmement compliqué, ça mérite réflexion. En tout cas, là, on a parlé des femmes combattantes et juste après, on parlera des femmes civiles qui ont aussi un rôle majeur à jouer dans les situations les plus compliquées. On discute de la guerre vue par le prisme féminin. Et ouais, vous avez jamais entendu ça, hein. Et ouais, on le sait malheureusement, et c'est encore le cas aujourd'hui. Le nombre de pertes civiles dans les conflits est juste énorme. On a parlé de ces femmes qui ont démontré qu'elles avaient joué un rôle majeur dans l'histoire, ces femmes combattantes, ces femmes actives qui sont trop souvent invisibilisées. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des femmes civiles qui vivent passivement la guerre, Florence? En fait, les femmes civiles pendant la guerre doivent s'adapter. On a celles qui s'engagent dans l'armée. Par exemple, dans le cadre de la guerre en Ukraine, des centaines de milliers de femmes ont fui pour se réfugier à l'étranger. On estime 500 000 femmes dans l'armée. En première ligne, ce chiffre descend à 5 000. Et en fait, c'est simplement que c'est très difficile de s'intégrer au groupe et d'être reconnue comme une combattante légitime. Pire, leur présence est même perçue comme un risque supplémentaire, toujours avec cette idée de vulnérabilité. Et en fait, apparemment, le fait qu'il y ait des femmes sur le front modifierait le comportement des soldats qui n'auraient pas la même attitude dans le cas où une femme serait blessée au combat, par exemple. Ils auraient plus tendance à vouloir la surprotéger. Bon. Et en France, du coup, l'armée se féminise. En 95, les femmes représentaient 7% des effectifs, quand aujourd'hui, on se situe un peu autour de 16%. Toi, So, est-ce que tu serais prête à prendre les armes pour le pays, toi? Alors, si déjà je vais pas sur le terrain en conflit de guerre, je vais pas non plus au service militaire. Je comprends. Donc non. Par contre, j'ai une petite information actuelle. Édouard Philippe, qui est l'actuel maire du Havre, a confié avoir adoré son propre passage au service militaire. Donc ça remonte à un certain moment. Et du coup, pour lui, la restauration du service militaire pourrait être l'un des enjeux qui agitera la prochaine élection présidentielle. On l'écoute tout de suite. Est-ce qu'un jour, pour préserver les intérêts de la France, pour préserver sa sécurité, il ne faudra pas former militairement, parce que sinon ça n'a aucun sens. Hein. Si c'est pour faire un service militaire... En dehors du service civique, vous voulez dire. Est-ce qu'il faudra reformer une partie de la jeunesse, voire toute la jeunesse? C'est une question qui sera peut-être posée. Comme je pense que nous vivons dans un monde dangereux, j'ai tendance à penser qu'elle sera posée bientôt. Et toi, tu serais pour ou contre? Pour le service militaire? Ouais. L'idée de se défendre parce qu'on est en danger, pourquoi pas, mais moi perso, je suis contre l'institution militaire, tu vois, j'aime pas le fait qu'il y ait toute cette discipline, et puis à mes yeux, c'est pas cool d'entre gros guillemets forcer les gens à être un peu patriotes, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Toi, t'en penses quoi? Je suis d'accord, en fait. C'est comme si tu n'avais pas le choix, et du coup, le fait de nous envoyer au casse-pipe sans nous donner. Enfin, je sais pas, je trouve que ça perd de sa valeur, tu vois. Ça perd de sa valeur patriotique. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, toi, Flo, tu vas nous parler des femmes qui restent sur place pendant la guerre. Ouais, c'est ça. Il y a des femmes justement qui restent sur place en tant que membres de la population civile. Certaines subissent l'immobilisme parce qu'elles sont sur le point d'accoucher, par exemple. En tout cas, toutes souffrent d'exclusion, de pauvreté et de souffrance engendrée par le conflit armé, puisqu'une des armes de guerre est la violence sexuelle, notamment les viols et la prostitution forcée. Parfois, ce sont des filles de moins de 12 ans. Ça fait l'objet d'un grand silence. Henri Pouillot, ancien soldat appelé pour la guerre d'Algérie, témoigne au micro de France 24.
Il y avait un certain nombre de femmes même qui n'ont été arrêtées que pour satisfaire les besoins sexuels des militaires sur place. La femme était arrêtée et passée dans les chambrées. C'était des chambres où il y avait 2-3 militaires à la villa. Et la plupart du temps, elle était violée par chacun des militaires présents. C'est juste affreux, c'est franchement affreux. Mais résultat, qu'elles aident à l'effort de guerre, qu'elles soient militaires, résistantes, civiles, les femmes sont oubliées sur le champ de bataille alors qu'elles sont en première ligne en fait, des violences. Et même lors des processus de paix, ces questions ne sont pas abordées, tout simplement parce qu'elles sont aussi exclues des négociations. Il y a seulement 4% des signataires de processus de paix qui étaient des femmes entre 92 et 2018. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais sur les réseaux, il y a ce débat sur l'idée selon laquelle si une femme était au pouvoir, la paix régnerait. T'en penses quoi, toi? Alors, moi, oui, je l'ai vu ce débat. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de généralisation à faire parce que déjà, historiquement, on a vu que des femmes ont joué des rôles déterminants dans des mouvements pacifiques. Ok, pacifiste, oui, ok. Mais pour autant, l'histoire a aussi prouvé que des femmes se sont révélées être bien plus guerrières qu'on le pensait. Comme on est de fait considérées comme faibles, ces femmes-là, elles ont surcompensé dans le domaine de la défense. Donc en vrai, je peux pas te donner une réponse catégorique à ça, tu vois. Honnêtement, je sais pas. Et toi? Moi, je suis archi pas d'accord parce que je trouve que c'est hyper essentialisant, alors qu'il y a bien sûr que s'il y a des femmes au pouvoir, il y en a certaines qui chercheraient aussi à prendre le pouvoir, avoir les mêmes dynamiques, à même déclencher des conflits, tu vois. Peut-être même pire, en fait, parce qu'on peut dire des fois, mais il y a des femmes qui sont super méchantes. Après, on gagnerait aussi à les rendre plus visibles, justement, dans ces processus de paix, etc. Mais, ouais. En tout cas, moi, j'aimerais bien voir une femme au pouvoir, genre à la tête d'un très grand... très gros pays, tu vois, qui pèse dans le game, tu vois, j'aimerais beaucoup. Allez, on va enchaîner sur un autre sujet, on va parler de la mythique série Friends. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc, les acteurs de la célèbre série Friends étaient tous réunis ce vendredi dernier à l'enterrement de Matthew Perry pour lui rendre un dernier hommage. On le connaît tous, Matthew Perry, c'est l'interprète de Chandler Bing qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 54 ans dans son jacuzzi. C'est franchement assez étrange, je vous l'accorde. Et pour l'instant, on ne connaît pas encore les causes de son décès. Mais ce qui est certain, c'est que cette disparition a bouleversé le monde du cinéma. Et donc, ces funérailles ont eu lieu dans l'intimité à Los Angeles la semaine dernière. Et comme je vous le disais, toute sa bande d'acteurs était là. C'est même plus qu'une bande d'acteurs, c'est une bande d'amis. Ils disent même qu'ils sont une famille, bien évidemment. Mais au-delà de ça, à part le succès de Friends qui lui a assuré une renommée mondiale, Matthew Perry a aussi joué dans pas mal d'autres films. Je vais vous en citer 2. Il y a eu Coup de foudre et conséquences, ou encore Mon voisin le tueur. À côté de ça, il y a aussi d'autres choses qu'on dit sur lui. C'est la face sombre de sa célébrité. Puisque derrière tout ça, en fait, le comédien luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool. Et il en parlait d'ailleurs ces derniers temps ouvertement dans les médias. Everybody's starting to know or have addiction in their life, and they need to know how horrible it is and how they're not weak. We're not weak. I'm a pretty strong, resilient guy. But it has nothing to do with weakness. It's a disease that we have. Ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Salut Flo. Arrête, j'ai tout compris. C'est une maladie, nanana. Ouais, exactement. C'est vrai. Il dit ça en fait. Il dit, je cite, les gens qui ont des addictions doivent savoir à quel point c'est horrible et qu'on n'est pas faible. Moi, par exemple, je suis pas faible. Je suis même plutôt un gars résistant, résilient. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse. L'addiction est une maladie. Bon alors, depuis son décès, les hommages des fans du monde entier pleuvent parce que effectivement, même si on sait qu'il a eu une carrière après, Friends, ça reste quand même une série culte. C'est la sitcom américaine avec pas moins de 10 saisons, 236 épisodes de 22 minutes diffusés entre le 22 septembre 1994 et le 6 mai 2004 sur NBC, puis dans le monde entier bien sûr. Alors quand Friends a commencé, j'avais genre 6-7 mois. Ouais. C'est un délire, ça date, c'est hyper vieux genre. Enfin ça fait 29 ans qu'on connaît tous Friends et c'est l'histoire d'une bande de 6 potes, Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey et bien sûr Chandler. Et entre c'est qui ton bref moi j'aimais bien Joey. Il est relou mais vas-y il est gentil tu vois, il est un peu bébête. Je comprends. Alors entre amour, travail, famille, ils partagent leur bonheur et leurs soucis au Central Perk, leur café préféré. Flo, je suppose que t'as regardé la série? Ouais, j'adore. Mais en fait c'est bizarre parce qu'avant je regardais que des épisodes comme ça par-ci par-là. Ouais. Mais là il y a pas longtemps j'ai tout fait depuis le début. Okay. Et en fait tu te rends compte que c'est plein d'émotions et pas que du rire. Bien évidemment. Évidemment. Non, j'ai adoré et puis je suis pas la seule. L'audience est folle. Enfin,
Alors, tu parles d'audience. Sache un truc, c'est que les audiences ont toujours été très élevées. D'ailleurs, l'épisode final de la série a été regardé par plus de 52 millions de téléspectateurs américains. 52 millions, je sais même pas s'il y a 52 millions d'habitants, tu vois, genre, c'est genre comme s'il y avait toute la France qui a regardé le dernier épisode. Et aussi, la série, elle a été nommée la plus populaire de tous les temps. Elle a été aussi nommée plus de 250 fois pour divers prix et le magazine Empire l'a classée 5e des 50 meilleures séries télévisées de tous les temps. Ça m'étonne C'est pas. une dinguerie. Alors moi, Flo, je pense que le succès de cette série repose sur une valeur centrale qu'on retrouve tout au long des saisons. C'est l'amitié. Et justement, on l'entend dans le générique I'll be there for you. Je serai toujours là pour toi. C'est une série qui a fait du bien à beaucoup de gens d'ailleurs par rapport à ça. Ils pensaient que c'était comme une bande d'amis un peu virtuelle. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de bienveillance en fait dans cette série, tu vois. Et quand on y pense, c'est vrai que l'amitié, c'est vraiment un pilier essentiel à notre développement personnel. Mais carrément. Et en ce moment, c'est plutôt de bro before ho à bro before everything. Ok, attends. The bro before ho, donc les potes avant les potes avant tout, quoi. T'as capté? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, l'amitié occupe une place de plus en plus grande dans le cœur de beaucoup de gens, surtout de femmes. Car en fait, la placer au premier plan, ce serait synonyme de hacker le patriarcat. Ce mouvement, la génération Nomance, autrement dit No Romance. Et il fait référence à tous ces gens qui remettent en question la figure du couple et les relations sexuelles. Une remise en question qui s'est notamment effectuée par le biais de penseurs tels que Tal Madesta, qui estiment que l'amitié, c'est aussi important que l'amour et qu'on gagnerait tous à traiter nos amis comme nos amoureux. Et inversement, moi j'ai une amie qui, suite à une rupture, justement, a adopté cet état d'esprit. C'est Naomi, on l'écoute. En repensant à ma relation amoureuse, j'ai réalisé que j'avais mis beaucoup d'efforts pour entretenir cette relation. Je sais pas, quand on est en couple, on va fêter les années qui passent ensemble, on va fêter la Saint-Valentin. Enfin, il y a pas mal d'événements pour célébrer l'amour amoureux. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne le fait pas pour les amis alors que c'est des relations qui ont vocation à durer encore plus longtemps? Et donc, je me suis dit, j'ai envie de remettre l'amitié au centre de ma vie. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que j'entretiens autant mes relations amicales que j'ai pu le faire en amour? Mais elle a raison, moi je me demande pourquoi. Et du coup, concrètement, elle m'a expliqué que ça se traduisait comme ça dans sa vie. Finalement, ce que je fais avec mes amis et la manière dont j'entretiens la relation, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais je pense juste que c'est des choses que les gens font beaucoup en couple et pas forcément avec les amis. Et donc maintenant, je sais que dès que je vais avoir des vacances, ma priorité, ça va être plutôt de partir avec mes amis. S'il y a un concert ou un spectacle que j'ai envie de faire, en fait, je pense que maintenant, je date mes potes. C'est trop adorable. Et d'ailleurs, elle se voit bien vivre entre amis plus tard, plutôt qu'avec une personne avec qui elle serait en couple. Je sais pas si je pourrais finir ma vie avec un ou une amie, parce que j'aurais trop peur de concentrer tous mes moments de joie, que toutes mes émotions soient confiées à la même personne. Et je pense que ça ferait peser beaucoup sur la personne en face. Mais par contre, finir ma vie avec plein d'amis, c'est quelque chose que j'envisage totalement si c'est des relations qui sont hyper équilibrées, où chacun y trouve sa place, avec des petits dates à côté. Mais bien sûr que j'envisage totalement une vie où l'amour romantique est plus du tout central, quoi. Mais attends, il y a même des gens qui vont encore plus loin. Il y a des potes qui se paxent et qui ont même des enfants ensemble. Ouais, et tout ça avec le désir de faire famille autrement. C'est une notion qui est tirée du concept de famille choisie, présent depuis longtemps dans les milieux LGBT. Océan a réalisé un documentaire sur France TV/ sur sa transition. Et dans la saison 3, du coup, qui s'appelle Faire famille, il aborde le sujet de la coparentalité avec sa meilleure amie, Sophie-Marie Laroui. Ils parlaient tous les deux chez Combini de la difficulté à mener à bien ce projet. Ces manières-là de faire un enfant, elles sont beaucoup plus empreintes d'obstacles que de juste pouf, ken un samedi soir sur un parking, quoi. Oui, on a découvert par exemple que quand on se présente en tant que meilleure amie devant la médecin en France, elle nous explique qu'on n'a pas, elle est censée vérifier la véracité de notre couple, donc en fait on n'est même pas censé être là. Quand on commençait à parler de ce projet, les gens n'arrivaient pas à imaginer qu'en tant que meilleure amie, on puisse avoir un projet de parentalité. C'était vraiment genre, mais vous vous aimez, mais vous êtes un couple, mais enfin, assumez. Et t'es là, bon ça va, ça fait 15 ans qu'on traîne ensemble, on le saurait si on avait envie de se pécho quand même. C'est parti en voyage et on a dormi dans le même lit combien de fois.
Ouais, donc c'est tout un parcours du combattant. Pourtant, ce serait sûrement des super parents. Et quand on y pense, valoriser une relation amoureuse de quelques mois face à une histoire d'amitié de plusieurs années, sûrement plus pérenne, ça n'a pas de sens. Mais c'est mal vu parce que ça n'apporte rien à la société, alors que ça pourrait être une piste révolutionnaire, beaucoup plus intéressante que celle de la quête du prince charmant, par exemple. Toi, So, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu serais prête à faire famille avec tes potes? Non, moi je suis de l'ancienne école, je ferai une famille avec mon chéri. Par contre, j'aurai des tatas. Voilà. Dédicace à toi, Mago Quincy. Je sais que tu seras une super tata. Mais non, je ne me vois pas habiter avec mes amis. Alors, à part pour aller en vacances, faire une coloc, etc. Oui. Mais sur du long terme, toute une vie, non. Justement, moi, je trouve que ce qui est bien dans l'amitié, elle l'a très bien dit, ton amie Naomi, c'est que c'est une amitié est destinée à durer toute la vie. Tu vois. Et en fait, pour des enfants, c'est pratique. Oui, d'accord. Mais j'aurais trop peur qu'on finisse par se détester. Tu vois. Parce que c'est humain, je pense. Tu tiens tellement que tu veux la préserver. Exactement. Exactement. Du coup, voilà, moi je pense pas que non, ça m'intéresserait pas. Et toi? Moi, je pense que j'en serais pas encore capable parce que je suis trop attachée à plein de valeurs traditionnelles justement du couple et tout, mais je trouve ça inspirant et ça me choque pas. Et justement, tu vois, on parle de vivre ensemble, de vivre avec nos potes, etc., etc. Je sais pas si t'as déjà remarqué que souvent on a nos règles en même temps que nos copines. On est d'accord. C'est fou ça. C'est pas un truc de ouf. Moi, j'ai remarqué que quand on est super proche de meufs et tout, ça crée limite des réactions physiques sur nos corps. Je l'ai eu en même temps que Leïla plusieurs fois. Déjà, alors qu'on se connaît depuis peu. Elle n'est pas là. Leïla sera ravie que toute la France l'entende. Mais tu vois, c'est justement quand t'es proche d'une fille, on développe les mêmes choses. Et figure-toi que j'ai une information. Selon l'INSEE, 15% des femmes et 12% des hommes âgés de 16 à 19 ans souffrent d'une maladie ou d'un problème de santé chronique. Ça peut être de l'asthme, ça peut être des problèmes cardiaques, du diabète et j'en passe. Et il y a même des gens qui cumulent plusieurs de ces maladies. Ça a un nom, ça s'appelle la multimorbidité. Et c'est même un phénomène qui est en hausse du coup partout dans le monde et en particulier chez les femmes. Donc, j'arrive, t'inquiète. En fait, dans une étude parue fin février dans la revue scientifique General Psychiatry, des chercheurs de l'université de Queensland en Australie ont voulu mesurer l'impact des relations sociales sur la santé des femmes. Ok, mais ils ont fait comment pour l'évaluer? T'inquiète. Alors en fait, il y a eu des scientifiques qui ont examiné les données de santé de plus de 7000 femmes australiennes âgées entre 45 et 50 ans pendant 2 décennies. Et en fait, tous les 3 ans, elles devaient remplir un questionnaire sur leur niveau de satisfaction dans leurs relations sociales. Ça pouvait être les relations avec des collègues, leurs relations amoureuses, leurs relations avec leurs amis, etc. Et elles devaient aussi indiquer si elles souffraient de plusieurs problèmes de santé chroniques. Donc il y avait une liste, hypertension artérielle, maladie cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, maladies pulmonaires, obstructives, chroniques, asthme, arthrite, cancer, dépression, anxiété, ostéoporose et diabète. C'est horrible, mais du coup ça a donné quoi? Et figure-toi, parce que c'est pas une liste qui a été faite au hasard, figure-toi que plus une femme évolue au sein d'un cercle d'amis de qualité, moins elle a des chances de développer une ou plusieurs maladies chroniques de vieillesse. Mais je vais vivre en bonne santé. C'est une dinguerie. Moi je trouve que c'est hyper important en fait de s'entourer de gens qui ont le même mindset, la même énergie et surtout la bienveillance à ton égard. Qui sait, peut-être que ça pourra soigner tes futures maladies. D'ailleurs, plus on grandit, plus ça devient évident en fait. Alors que c'est vrai qu'à l'adolescence, c'est clairement un vrai sujet. Mais vraiment, c'est clair parce que là, on parle d'amis, mais encore faut-il en avoir. On le disait, c'est une valeur super importante pour son bien-être, presque comme un besoin primaire en fait. Mais en même temps, tout le monde n'a pas la même facilité à s'en faire, ni peut-être même l'envie. On estime qu'il y a quand même 25% des jeunes qui n'ont pas d'amis, selon un article The Conversation. C'est assez conséquent, surtout dans un univers où à l'adolescence, il y a cette injonction à la bande, tu sais, genre d'être dans une bande. Et ça peut être perçu comme quelque chose d'assez honteux quand on fait pas partie, parce que c'est un signe de réussite sociale, etc. Pourtant, c'est ok d'être seule. Toi, tu te situes comment peut-être dans cette période-là? Est-ce que tu étais une meuf avec des bandes de copines? Est-ce que à ton avis un peu... Le cas de je suis pire avec des copines. Non, franchement, j'avoue que j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. J'avais toujours mes copines, j'avais mes gossures déjà dès la maternelle. Tu vois, on était là pour foutre le dawa et rigoler en tout cas. Mais par contre, je voudrais qu'on écoute un audio de Imen qui m'expliquait avoir mal vécu ses années scolaires. Salut So, moi c'est Imen, je voulais te partager mon expérience concernant les amitiés à l'adolescence parce qu'avec le recul je me rends compte que c'est des choses qui m'ont énormément marquée et qui ont laissé des séquelles aujourd'hui dans ma vie d'adulte. J'ai 33 ans mais j'ai conscience que ce que j'ai pu vivre au collège ou au lycée, ça a énormément joué sur ma manière d'être encore aujourd'hui parce que quand tu t'es senti isolée, repoussé, moqué, harcelé tout simplement, disons les termes, parce qu'à l'époque on ne disait pas forcément ce mot-là, ça te poussait à devenir plus méfiante, à devenir plus solitaire, à considérer les femmes comme des rivales et non pas comme des amies. Et
je me rends compte que c'est des choses dont on doit parler et qu'on doit absolument partager parce qu'on se sent tout de suite bizarre et différente quand on vit ces choses-là, alors que pas du tout. Les gens, ce qu'ils te font vivre, c'est juste le reflet de leur mal-être et faut pas laisser ça impacter la valeur qu'on a de soi-même. Elle a tellement raison. Elle a tellement raison. Et tu sais, à l'époque, on parlait pas du tout de harcèlement. Ouais. C'était pas du tout un terme qui était utilisé. Dire, mais c'est moi le problème, je suis coupable, etc. Grave. Et tu sais quoi, moi, Imen, je la connais personnellement et ça lui a donné une force énorme parce que ça l'a forgée. Et aujourd'hui, Imen, elle est entrepreneur et elle a créé Girls Jobs Paris qui permet aux femmes de trouver un emploi. Donc, donc ça, je trouve que c'est une force, tu vois, qu'il y a d'autres filles peut-être qui auraient souffert peut-être toute une vie, ça aurait pu avoir des conséquences à l'âge adulte, tu vois. Et toi, Flo, du coup, t'étais plus bande de filles ou plutôt petit groupe individuel? Moi, j'aimais bien, j'avais plein de petites bandes, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai un truc où parfois j'aime bien aussi avoir des petites amitiés individuelles, tu vois. Bien sûr. Que c'est plus intime quand tu veux raconter quelque chose et c'est pas que voilà, rire et machin. Et... Donc, bon. Ouais, c'est vrai. Il y en a pour tout le monde, en tout cas. Il y en a pour tout le monde et je sais pas pour toi, mais je trouve que le concept de l'amitié, il a changé, tu vois. Avant, ça se faisait naturellement. En fait, on n'avait pas les réseaux, etc. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, je trouve, en fait, pour moi, c'est soit quitte. Enfin, c'est quitte ou double, tu vois. Autant et ça a ça l'air peut plus superficiel aussi parfois. Ça a l'air. Tu dois te méfier de exactement. des gens à qui tu parles. C'est ça. En fait, je trouve que c'est plus difficile de tisser des liens solides comme on a accès à tout le monde. En fait, au final, on peut parler à tout le monde et n'importe qui. Mais pour le coup, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré des gens qui sont vraiment devenus des vrais amis, quoi. Vraiment des vrais gens qui font partie de ma vie, tu vois. Sérieux? Jamais. Je suis pas. Bah, j'aime pas, tu vois. T'aimes pas les réseaux? Mais en fait, pour moi, voilà, c'est quitte ou double. Leïla n'est pas avec nous ce soir. Je suis avec Flo. On t'embrasse toujours autant. Leïla, on sait que tu nous écoutes. Et avec Flo, on parle d'un sujet qui nous passionne, c'est l'amitié, bien évidemment. Allez, après la mort de Matthew Perry, l'interprète de Chandler dans la mythique série Friends, on a vu ô combien la série était restée culte depuis ces 29 dernières années. Et justement, on se disait que l'amitié était une valeur vraiment essentielle dans nos vies, au point carrément de diminuer les maladies chroniques. Ça, c'est ouf, vraiment. Et je pense que comme dans les relations amoureuses, en vrai, quand on a trouvé chaussure à son pied d'un point de vue amical, tout est fluide, on se sent en paix, vraiment. Et Friends, c'est vraiment l'exemple d'une bande de potes mixtes. Alors moi j'ai des amis garçons personnellement depuis de nombreuses années et c'est vraiment des frérots, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y en a jamais eu et il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que l'amitié homme-femme existe? Alors moi je pense que oui, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, il y a je sais pas combien de vidéos qui concernent l'amitié homme-femme et je vous propose tout de suite d'écouter un micro-trottoir de la chaîne YouTube Piéton Pignon, vous allez voir que c'est mitigé. L'amitié homme-femme, c'est possible? Oh putain. Là, ta copine, elle regrette de pas avoir participé, tu vois. Totalement. Ouais, carrément. Bon, bien sûr. Évidemment, ouais. Ouais, bah oui, carrément. Ouais, carrément, ouais. T'allais dire autre chose. Ouais, compliqué. Non, moi, je trouve qu'il y a débat quand même sur ça. Non, en vrai, c'est pas possible. Hein. Souvent, l'amitié homme-femme, elle est assez moyenne. Hein. Elle est assez moyenne de quoi? Flo, t'en penses quoi, toi? Mais en fait, je comprends pas le débat, vraiment. Moi non plus. Moi non plus, je comprends pas. En gros, est-ce qu'on peut dire que l'amitié, elle est genrée? Est-ce que les filles doivent rester avec les filles? Est-ce que les garçons doivent rester avec les garçons? Sinon, obligatoirement, automatiquement, ça part en cacahuète. Et ben là, tu vois, on parlait de bande de potes juste avant. Et en fait, pour se rendre compte à quel point l'amitié est un espace genré, il suffit juste d'aller dans les cours de récré. En fait, les gosses, c'est un délire, mais il y a vraiment ce truc de bande à part qui est ancré. Pourtant, rien à voir avec une nature féminine ou masculine, mais c'est juste encore et toujours une construction sociale. Donc, il y a les petits garçons qui prennent tout l'espace avec le grand terrain de foot. Puis, t'as les filles en périphérie sur les bancs des côtés qui se racontent des petits secrets comme ça. Et du coup, quand deux enfants du sexe opposé ont le malheur de trop traîner ensemble, on leur sort « Oh là là, c'est ton amoureux ». Comme si, du coup, justement, l'amitié fille-garçon n'existait pas. Donc là, on en a parlé. Toi, tu n'y crois pas, on est d'accord? Tu sais, moi, l'amitié fille-garçon, j'y crois de ouf. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça me ravive grave des souvenirs. Ah, c'est ton amoureux. Un bisou. Allez, ridicule. Moi, je suis archi pour, en tout cas. Je sais que toi aussi, du coup. Non, mais ouais, zéro débat. Il y a zéro débat. Moi, je pense qu'à partir du moment où nos intentions sont claires, il n'y a pas, en fait, à tergiverser. Après, oui, bien sûr, ça peut bifurquer. Hein. Ça arrive. Hein. On va pas dire que c'est non, catégorique. Ça peut bifurquer. Après, au-delà de la séparation fille-garçon à l'école, il y a quand même aussi parfois des dynamiques assez toxiques entre les meufs et les mecs. Mais complètement. Et c'est de là que naît la rivalité entre les filles aussi, avec cette compétition de qui est la plus belle, qui a les seins qui poussent le plus vite. Moi, je me souviens que les mecs de ma classe passaient leur temps à nous classer. Donc, il y avait des tops, c'était voilà. Et à cette période, on a l'impression de vivre à travers le regard des garçons et que le succès d'une autre nous enlève quelque chose. Et moi, par exemple, je sais que j'ai pu
être de ces filles insupportables qui disaient moi je m'entends pas trop avec les autres filles parce qu'en fait j'étais en classe sportive par erreur et j'ai intégré le fait que du coup je pense les places étaient limitées pour les femmes et c'est qu'aujourd'hui que je me rends compte à quel point on était hyper vaches entre nous les filles à l'époque. Heureusement que tout ce qu'on a appris on peut le désapprendre mais en même temps c'est pas aisé d'aller d'instinct vers la sororité surtout quand il y a très peu de représentation d'amitié féminine saine. À part le film moi Thelma et Louise je vois pas trop. Ouais, tu vois. grave. Et d'ailleurs la rivalité féminine elle est beaucoup mise, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus mise en avant que l'amitié saine. On va faire un petit jeu, on va prendre 3 exemples issus de la pop culture puisqu'on parlait là de films, de séries. Ouais. Si je te dis tu reconnais bien évidemment la série oula. La petite maison dans la prairie. J'ai pas regardé. Je tiens à préciser que tout à l'heure elle m'a dit je suis incollable en série etc. Bah là c'était la petite maison dans la prairie. Je suis trop deg. Ouais, et je crois que c'est peut-être le duo rival que j'ai connu en étant le plus petite, c'est Nelly Olson et Laura Ingalls. Ok, bah ouais. Okay. Évidemment. Si je te dis encore Gossip Girl. Du coup, tu penses à qui? Gossip Girl. Bah, en vrai, relation trop toxique entre Blair et Serena. Exactement. Et pour finir, si je te dis une de mes meilleures séries au monde, genre. Desperate Housewives. Là, c'est la rivalité, vraiment, parce qu'il y a eu plein de rivalités, mais la plus grosse. La plus grosse, c'est qui? Suzanne et Eddie. Ouais. Et bien évidemment, toujours à cause d'un mec. Oui. Bien évidemment. Moi, je me demande toujours pourquoi, en fait, les femmes, elles sont ennemies dans l'imaginaire collectif, tu vois. Combien de fois on a entendu, et tu viens juste de le dire, moi, je m'entends pas avec les femmes. En fait, j'ai l'impression, hein, tu me dis si je me trompe, que chez les mecs, ça existe beaucoup moins. Après, bien sûr, ils ont d'autres formes de rivalité, je pense aux meufs et tout. C'est ça, justement. Mais c'est moins que les filles. Ouais. Entre garçons, on observe du coup d'autres types d'injonctions. C'est un peu cette culture du boys club avec un concours de virilité basé sur la performance et la légitimité à être le plus fort et qui se traduit par, je sais pas, par exemple faire des défis un peu à la con et influencé par l'effet de groupe. Évidemment, celui qui se montre plus discret, plus sensible et gay aux yeux des autres. Bref, c'est pas si innocent que ça, l'enfance finalement. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que quand on grandit et qu'on se mélange par exemple au lycée, il y a cet héritage de l'amitié fille-garçon, comme quoi ça n'existe pas, qui revient grave sur le devant de la scène et qui prétend que du coup les adolescents amis du sexe opposé ont forcément envie de se choper. Mais oui, mais ça nous suit toute la vie, j'ai envie de te dire. On parle de réinventer l'amour, mais il faudrait changer de paradigme en amitié aussi. Et ça commence par sortir de l'imaginaire des films où les meilleurs potes tombent toujours amoureux. On en a marre, ça peut être platonique et c'est très bien comme ça. Et je propose que pour commencer, on se sorte de la tête que la friendzone existe. Ouais, ça date comme terme, mais en gros, ça revient à placer, tu vois, la personne friendzonée comme une victime, comme si l'amitié était une punition pour les gars gentils, n'est-ce pas, Luigi? Quand elle joue trop les stars, c'est que vous faites trop les fans. Ouais, vous faites trop les fans. Beaucoup trop les fans. Donc vous êtes posé dans la friend zone. Alors qu'en plus, la gentillesse, c'est une vraie qualité qu'une femme recherche aussi sans doute dans ses relations amoureuses. Mais il s'agit juste d'accepter que quand on veut quelque chose, on ne l'obtient pas toujours. Pigé, même à lui dire. Du coup, plus tabou encore, il y a aussi la question complexe de nos potes problématiques parce que oui, on a tout un agresseur dans notre entourage et c'est pas facile de dealer avec quand tu dis que t'es ami avec quelqu'un qui n'a rien de monstrueux puisqu'il fait preuve de qualité humaine, type l'écoute ou quoi. Toi, So, est-ce que t'es plus de la team de celles qui veulent couper les ponts ou qui restent pour potentiellement faire cesser les violences? Ça dépend du degré des violences ou des conflits ou des querelles, tu vois. À un moment donné, on va pas non plus rester 5000 ans à tergiverser avec une personne qui n'est pas bienveillante. Moi, je le redis, pour moi, plus je grandis, plus pour moi, l'amitié doit être une safe place, doit être bienveillante, je dois traîner avec que ce soit fille ou garçon, des gens qui veulent mon bien. Et si c'est pas le cas, bien sûr que je coupe les ponts. Ouais. Bien sûr, et c'est déjà arrivé. Et si ça doit réarriver, ça réarrivera. Donc, ah oui. Et toi, du coup? Mais moi, je pense que j'ai trop d'énergie à perdre dans ma vie. Moi, je suis vraiment la pote éducatrice de temps en temps en mode ok, bon, on va réfléchir ensemble. Ah oui, t'as du temps à perdre. Mais je comprends celles qui tègent, justement, qui se disent non. Oh, c'est bon. Et tu sais que même quand on tège
un ou une amie, même si c'est de notre volonté, ça peut quand même créer une rupture amicale. C'est horrible les ruptures amicales. amicales. Oui, et tu sais, dans l'amitié, les relations, elles sont souvent idéalisées, comme on disait tout à l'heure avec Naomi. Et en fait, les relations amicales sont censées rester toute la vie, et ce qui fait le plus mal, parce que j'ai lu cet après-midi les dires d'un psychologue, il dit en fait que l'amitié repose sur un rapport du pareil au même. En fait, souvent, on est amis avec celui ou celle qui nous ressemble. C'est comme si c'était un alter ego et l'autre est vu comme un miroir, un double idéal où on reconnaît sa propre image. Du coup, une rupture amicale, ça revient à créer une grosse remise en question sur soi. Mais tellement. Ouais, et il y a différentes causes de rupture amicale. À ton avis, c'est quoi la première cause? Là, on en parlait, mais je pense des rivalités de gars. Des mecs. Eh ben non, c'est pas les mecs. Et pourtant, non, c'est pas les mecs. Selon une étude menée auprès d'un panel de 1000 personnes par Expert Market, c'est l'argent qui serait le motif le plus récurrent des amitiés qui se terminent. Les bons comptes font les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. Allez, il est 19h58, vous êtes sur Move, c'est La pluie et le beau temps, épisode 11. Si on dit souvent que l'amitié homme-femme n'existe pas, ce qui est sûr, c'est que quand t'es en couple, tu dois au moins être le best friend de ton mec ou de ta meuf, je pense. Ça, ouais. Alors, la semaine dernière, au sein même de nos magnifiques locaux, au sein de la Maison de la Radio et de la Musique, a eu lieu la 8e édition du hip-hop symphonique. Alors, pour ceux qui savent pas du tout de quoi je parle, le hip-hop symphonique, en fait, c'est la rencontre annuelle des musiques urbaines et du symphonique. On a eu des artistes de renom qui sont venus ici. Taïk, Ronisia, le rappeur Turi et Kaina Samet sont venus interpréter quelques-uns de leurs titres emblématiques, arrangés et joués en direct par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec la complicité de Move. Et j'en profite bien sûr pour faire une grosse dédicace à Elena et Ismaël, nos animateurs de l'émission musicale du lundi, Studio 41, qui ont excellé à la présentation de cette belle soirée. Franchement, c'était super, et c'est super vraiment que le hip-hop soit célébré de cette manière. Et justement, on va en parler du hip-hop, parce que c'est vraiment une culture et un genre musical qui a fait ses preuves, et c'est pas pour rien que cette année, on célèbre les 50 ans. On écoute justement Akhenaton du groupe mythique IAM qui nous donne son ressenti en la matière au micro de France 24. La culture hip-hop, c'est un art de vivre. Ça occupe tellement de pans de vie différents que je pense que quand on est, on va dire, tombé dans cette culture-là, on est hip-hop. On vit hip-hop, on pense hip-hop et on ramène tout à ça. Alors du coup, pour le côté historique, parce que c'est super important de le rappeler, le hip-hop est né d'un mouvement contestataire de la jeunesse noire new-yorkaise. On est en 1973 dans les ghettos américains du sud du Bronx. Le climat politico-social est juste horrible. Alors là, à ce moment-là, il y a la ségrégation raciale, il y a la crise économique et sociale, le délabrement urbain et même les violences policières. Du coup, ce nouveau mouvement culturel va naître et ce sera le nouveau moyen d'expression qui, au travers de différentes disciplines, va dépeindre les revendications de ces jeunes. Inspiré d'animations jamaïcaines et caribéennes, les blocs parties, le hip-hop va s'imposer comme un nouvel art de vivre avec l'émergence de 5 disciplines. On a le rap, le DJing, donc les DJ, le breakdance, donc la danse, le beatbox et le graffiti dont tu vas nous parler un peu plus en détail aujourd'hui, toi, Flo. Yes, du coup, le street art, ça a toujours existé si on estime que ça compte quand les hommes des cavernes écrivaient sur les murs. Grave. Mais celui dont on parle aujourd'hui est né aux US dans les années 60 et l'histoire est assez jolie parce qu'en fait, le premier graffeur, et ça fait assez consensus, il s'appelle Cornbread et lui, il a tagué les murs de l'école d'une meuf qui s'appelle Cynthia pour lui crier son amour. Moi, je suis fan. So, ça te ferait kiffer ça? Évidemment, la question ne se pose même pas. Et du coup, d'une action toute bête et méchante, il y a une discipline qui a pris de l'ampleur une dizaine d'années plus tard, notamment à New York. Le contexte, du coup, c'est qu'on est en pleine mutation de la société. On a le développement du métro et les gros bâtiments pleuvent dans toute la ville. Les banlieues apparaissent aussi et du coup, c'est terne à crever. Tu m'étonnes. Et progressivement, du coup, la publicité devient de plus en plus envahissante. Le mouvement a alors pris d'assaut ces espaces pour y apporter une âme. Et on a commencé à en parler en Europe dans les années 80. Exactement, avec des artistes emblématiques comme Blake le Rat, puis ça s'est vraiment popularisé ensuite avec des pionniers comme Banksy en Grande-Bretagne. Le déclencheur, ce sont les vacances d'été. En fait, les étudiants faisaient des voyages à New York, ils découvraient du coup le cinéma américain, le hip-hop et en gros, ils en prenaient plein les mirettes dans la rue. Les mirettes. Donc du coup,
Au lieu de ramener un magnète comme tout le monde, eux, ils emportaient avec eux ce souvenir et se sont mis à le reproduire dans leur ville. Et c'est seulement du coup à partir des années 2000 qu'on s'est dit que c'était un art à part entière. Ça restait néanmoins une caste à part. Hein. C'est pas toujours considéré par les esthètes, mais dont le succès a imposé le respect. Mais attention, c'est même plus qu'un art, c'est carrément une forme d'expression. Ouais, c'était vraiment une manière pour ces jeunes en galère du coup de dénoncer une société qui ne s'occupait pas d'eux à la base. C'est vraiment la voix du populaire. La voix du peuple. C'est ça. Et le but, c'était vraiment de peindre dans des lieux publics pour être visible de tous et surtout sans y avoir été invité. C'est un geste fort, c'est un geste de contre-culture. Et du coup, avec le développement et la médiatisation du mouvement, il y a des règles qui sont apparues. Il y a eu la mise en place des lois pour sanctionner le graphe et en gros, l'illégalité a pris une place prépondérante. Il faut peindre dans l'urgence ou aller vers des lieux abandonnés moins risqués. En tout cas, ça n'a pas empêché de les faire entrer dans le paysage urbain. Et pour ceux qui tombent dessus, il y a 2 écoles. Donc, il y a soit ceux qui considèrent que c'est une œuvre d'art et il y a ceux qui prônent que voilà, non mais c'est de la pollution et du coup qui se sentent en insécurité à leur vision. Toi, Asso, est-ce que tu penses qu'il faut stopper les taggers ou bien qu'il faut soutenir les artistes? Moi, je suis team artistique. Moi, je soutiens les artistes. Bon, après là, tu parles de la ville et c'est vrai que par rapport au graphe dans les espaces urbains, il faut aussi que je vous parle d'un truc, c'est le hashtag Saccage Paris. Du coup, ce hashtag, en fait, c'est un mouvement qui dénonce les dégradations patrimoniales, culturelles et sociales dont pâtirait la ville de Paris. Et derrière ce compte se trouve un cadre d'une 50aine d'années qui travaille dans le secteur privé. On n'en sait pas plus sur lui. Mais à partir du 21 mars 2021, il critique sur Internet le mauvais entretien de la capitale sur Twitter à l'époque. Twitter qui est X aujourd'hui. Et quelques jours après, en fait, il a entraîné un véritable mouvement de contestation. Et derrière le hashtag Saccage Paris qui compte aujourd'hui des millions de tweets, il y a énormément de plaintes, voilà. Mais c'est ouf de mettre les graphes à côté des rats. Exactement, c'est mis au même niveau exactement. Et depuis, il cesse de faire pression et d'encourager la contestation à l'encontre de la politique de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ouais. Et puis les amendes, elles sont Ah oui, oulala. Elles sont salées ou pas? Alors en fait, alors je t'explique. La loi punit tous les actes de vandalisme sur un bien public. Alors ça peut aller de 3 750 € l'amende, voire même jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si la peinture n'est pas effaçable, ou encore pire s'il s'agit d'un monument classé. Après, en général, la réaction de la mairie, c'est souvent juste de les effacer justement parce que la position est hyper floue en fait. Et aujourd'hui, la pratique, elle s'est tellement développée sous différentes formes qu'il y a un art urbain légal qui prend le dessus sur la mouvance graffiti vandale, du coup, qui revendiquait d'ailleurs la position de rejeter l'art. Et les politiques touristiques y ont contribué. Le graphe a alors fini par dépasser les murs pour devenir un phénomène culturel. Aujourd'hui, on retrouve de plus en plus d'œuvres pérennes qui sont d'ailleurs parfois commercialisées. Ouais, justement, je trouve qu'on observe vraiment ce qu'on peut dire une marchandisation de cet art qu'on trouve dans les musées et même sur des vêtements de marque aujourd'hui. Et pourtant, c'était censé être un art accessible où en fait tout le monde pouvait passer en magasin s'acheter des bombes, tu vois, et personne n'avait besoin d'être coté pour être exposé. C'était vraiment une discipline qui était censée rester gratuite. Et aujourd'hui, certains ils tirent du profit. Pour Mel N, du coup, elle c'est une jeune graffeuse parisienne qui expose à la galerie Huawei en ce moment. Vendre son art n'empêche pas de continuer à s'exprimer dans la rue. Il faut être plus nuancé. Pour moi, quand je fais des t-shirts à la javel ou des encres de Chine, c'est pour moi une toute autre approche artistique, donc rien à voir avec le street art. Quand je fais de l'art dans la rue, ce qui m'anime, c'est aussi l'aspect expérimental, c'est la performance en elle-même. Ça procure une adrénaline, une liberté qu'on n'a pas lorsqu'on travaille tranquillement dans son petit atelier, en fait. Et elle, justement, quand elle crée en atelier, c'est surtout pour perfectionner son art, pour ensuite pouvoir se challenger dans la rue, du coup. De toute façon, pour elle, la société évolue et l'art ne se doit pas forcément être politique par les thèmes qu'il aborde. Elle porte plutôt l'ambition d'ancrer une part de mysticisme pour permettre des remises en question intimes plutôt que sociétales. Moi, mon but, ça a été plutôt de ramener une dimension un peu spirituelle dans les rues. Donc, c'est une démarche pas très anodine, étant donné que j'ai une passion pour les reliques spirituelles, par exemple les grands peuples oubliés, les choses comme ça. J'ai une démarche assez poétique. Je fais pas du tout de fresques politiques. J'aimerais beaucoup faire ressortir cet ancien Paris assez riche en histoire alchimique et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Et c'est fou parce qu'elle dit que c'est pas politique, mais pour moi, la poésie comme l'intime, c'est tellement politique, mais bon, ça, c'est une autre histoire. De ouf. En tout cas, cet essor dans les galeries, ça contribue aussi à le populariser dans la rue. Grave, c'est vraiment un cercle vertueux finalement. Par exemple, il y a un quartier de Miami qui s'appelle Wynwood. Oui, je suis déjà allée. Ah, wow. T'as kiffé? J'ai kiffé de fou. Ok, incroyable. Et du coup, à la base, tu vas savoir, mais c'était un quartier malfamé. Il est devenu hyper hype grâce aux nombreuses fresques qui sont d'ailleurs plus décoratives que politiques. Tu les as vues, toi? Oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Il y avait du monde et tout. Ouais. En vrai, les gens ils calculent plus. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça fait partie du paysage. Justement, tu vois, ces spots, en fait, on dit que ça attire de plus en plus des profils type hipster qui en font la promo sur Instagram, par exemple. Et pour Mélène, justement, qu'on vient d'écouter, c'est pas grave que la cible soit bourgeoise, car ça peut permettre à des passionnés d'en faire un gagne-pain et de pouvoir continuer. Qui est de la hype, on va dire que ça va se diriger plutôt du côté du street art, donc tout ce qui est très figuratif. Depuis le confinement, à Paris, on a vu un gros boom pour du coup l'intérêt de cette pratique parce que du coup les musées étaient fermés, c'était beaucoup plus accessible. Moi, je trouve ça sympa que les gens s'y intéressent un peu plus. Ça permet aux artistes de cette discipline de vivre de leur art, chose qui n'était pas possible, voire qui était quand même assez compliquée il y a une vingtaine d'années. Mais certains graffeurs critiquent cette nouvelle ère, surtout ceux qui ont commencé au début, justement, au tout début. Et pour eux, ce qui donne de la valeur à une œuvre, c'est justement sa provenance de la rue. Et tu peux même pas avoir un avis dessus si tu fais pas partie du mouvement. Tu sais quoi, je suis un peu d'accord en fait, parce que pour moi, le graphe et toutes les disciplines qui composent le hip-hop, en fait, doivent garder leur essence. Pour moi, c'est assez sacré, tu vois. Après, perdu pour tout, je trouve, moi. Alors. Ouais, je suis d'accord. Après, attention, rien n'empêche de mélanger certaines disciplines pour créer un nouveau genre. Par exemple, regarde, la semaine dernière, on l'a vu avec le hip-hop symphonique, c'est la rencontre du rap ou des musiques urbaines et de la musique classique avec un orchestre philharmonique. Et personnellement, je trouve ça juste magnifique. Ouais, c'est sublime. C'est juste magnifique, le mélange des deux. On est là pour parler de hip-hop et de musique classique. Yes. Alors, vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, jeudi dernier, on a eu l'honneur d'organiser la 8e édition du hip-hop symphonique, la rencontre annuelle des musiques urbaines et du symphonique. Taïk, Ronisia, Turi et Kaina Samet sont venus interpréter quelques-uns de leurs titres emblématiques arrangés et joués en direct par l'orchestre philharmonique de Radio France. Franchement, c'était trop bien, j'ai trouvé ça magnifique. Et comme l'édition 2023 ne sera disponible sur YouTube qu'en décembre, je vais vous faire écouter un extrait du hip-hop symphonique numéro 4. On écoute la prestation de SCH qui interprétait le titre Auto. Mon poton gravé, on s'arrose, ici tout pour la famille, Cosa Nostra, Car en place, rappelle-toi l'incendie, les gens que j'aime tablent à mille, je sais qui m'en vie. Le sun s'élève et je ne dormais pas. Ces pierres précieuses en témoignent. Le ciel s'éclaire avec ou sans toi. Je m'inquiéterais si mais avec je m'en sépare. Alors franchement, je trouve que le mélange rap symphonique, c'est trop beau, c'est magnifique. Et c'est super intéressant justement comme approche quand on sait que la musique classique reste quand même un genre musical assez niché. Ouais. Si la musique classique est quand même accessible à tout le monde, bien sûr, je trouve que c'est la manière, tu vois, de la présenter qui n'est pas toujours. Je trouve que c'est même assez élitiste. Du coup, on assiste quand même par chance à un petit changement dans la culture. Ouais, en ce moment, il y a une nouvelle génération d'artistes qui assument une double culture à la fois classique et contemporaine en s'emparant d'instruments comme par exemple Sofiane Pamart. Du sucre dans le café, blonde au bout des lèvres, perdu le côté livré, pas le coup d'aller taffer, étoiles dans les yeux, des trous noirs dans l'esprit. Sofiane Pamart qui était récemment l'invité de Ismaël et Elena dans Studio 41. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était du coup l'extrait du feat avec Chila, Sonatine. Et je le kiffe. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais du coup, je prends cet exemple-là parce que lui, il a vraiment réussi à s'imposer comme le pianiste du rap français. Oui. Et il a vachement contribué à casser les codes de la musique classique en faisant entrer son piano dans le hip-hop. Il s'est hissé dans le top 10 artistes classiques quand même les plus streamés du monde, alors que le classique peine à se faire une place sur les plateformes à cause de leur système de rémunération au nombre d'écoutes et aussi du fait qu'elle valorise plutôt les sons courts, là où les sons classiques sont très longs en général. Bref, Sofiane, c'est énorme parce que c'est le premier pianiste à remplir l'Accor Arena à Paris. Et ce qui est chouette, c'est que son public ne rentre dans aucune case. Là, on pourrait penser que le classique est pour une élite et le rap pour la plèbe. Pourtant, c'est marrant parce que c'est quand même deux genres qui ont toujours connu une belle alchimie. Ouais, le classique, il est à l'origine de beaucoup de choses dans la pop culture. Tout ça grâce à la magie du sample. Et en fait, au départ,
c'était surtout pour des raisons financières parce que pour sampler un morceau, faut demander l'autorisation. Ouais. Et quand t'as pas de thune, tu puisses dans des archives libres de droit. Donc souvent, tu peux tomber sur des œuvres de musique classique composées il y a 70 ans qui sont du coup tombées dans le domaine public. En fait. Et d'ailleurs, selon le site Who Sample, plus de 300 morceaux hip-hop ont été samplés pour de la musique classique. C'est énorme. Et une des mélodies les plus reprises, c'est celle de la lettre à Élise. On en parlait tout à l'heure du coup de Beethoven. Et on en parlait du coup avec le son de Nas. Mais c'est Mobb Deep qui l'a utilisé en premier sur le titre Snitch On. Yo. Sitting in my room, and if these walls could talk, they probably be snitching on me, dragging me in the court. Mais du coup, Fille, outre le rap, elle est vraiment ancrée dans la culture pop, cette mélodie, comme par exemple au cinéma, dans les films de Tarantino, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais après, écouter juste du classique, ça relève toujours d'un certain snobisme. Ouais, mais moi je trouve que pourtant dire que le classique est élitiste, c'est aussi absurde que dire que le foot c'est pour les beaufs. Donc après, c'est clair qu'on a l'image de ces films où t'as une vieille bourgeoise qui va sauver un jeune des quartiers en lui offrant une flûte à bec, tu vois. Mais ça contribue forcément à donner de la force à tout plein d'idées reçues, alors qu'en réalité, c'est un genre qui est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. Ouais, mais bon, ça. Déjà, quand on pense à ça, on se dit que c'est hors de prix. Ouais, alors que c'est bien moins cher d'aller voir, je sais pas, un violoniste en concert que 50 Cent, par exemple. Me lance pas, me chauffe pas trop sur 50. Effectivement, il y avait quand même des places à plus de 120 balles, je crois, la semaine dernière. C'est hors de prix, ça, c'est hors de prix. Mais en réalité, au-delà d'une histoire de prix, c'est plus un frein psychologique. En fait, on n'y va pas naturellement parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Ouais. Et surtout parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas sa place au milieu du coup de tous ces vieux, entre gros guillemets, hommes blancs. Je suis volontairement grossière, mais no offense. Et ce qui est dingue, c'est qu'apparemment, 26% des gens en écoutent, en fait. Mais il y a seulement une personne sur 3 qui pourrait potentiellement aller à un de ces concerts. En cause, le cadre. En fait, c'est des salles où le silence règne dans une atmosphère très stricte d'immobilité. En fait, on est étriqué dans son costume et on sait pas trop quand est-ce qu'il faut applaudir. Enfin, tu vois, il y a plein de codes. Alors que parfois, on a juste envie de se laisser aller. Il y a Aliette Delalleux qui en parlait au micro de France Musique. Il y a une dizaine de jours, j'étais à la Gaîté Lyrique à Paris pour une série de concerts autour du minimalisme. Au milieu de la programmation très électro, il y avait Music for 18 Musicians de Steve Reich. Alors ce n'est pas la musique la plus accessible et pourtant tout le monde était debout et dansait sur du Steve Reich. Mais ce n'était pas le même public. Or, si on veut l'amener, ce public-là, jeune, curieux, motivé, que les salles veulent attirer, si on veut vraiment que la musique classique soit accessible, il faut que les concerts évoluent. Alors, l'idée n'est pas d'imposer aux mélomanes de se lever pour écouter la 8e de Malheur en sirotant une bière. Les concerts que l'on connaît aujourd'hui sous leur forme traditionnelle doivent continuer, mais on doit arrêter de contraindre un public néophyte à suivre des règles parfois absurdes qui ne donnent pas forcément envie de revenir. Et proposer autre chose. Et du coup, moi, je suis 100% d'accord avec elle. Enfin, c'est un peu différent, mais récemment j'avais été voir le Lac des Cygnes et du coup c'était génial. Mais du coup, le seul point négatif, c'est que parfois en fait, tu décroches parce que tu te rends compte que tu es en train de te regarder et de bien te tenir, etc. Est-ce que toi, tu as déjà été dans ce genre de concert Absolument pas. Ça m'intéresse pas du tout. Je vais m'ennuyer. Enfin, je me lasse très vite. J'ai besoin d'un peu de percussion. Tu vois, c'est pour ça que le hip-hop symphonique, j'ai vraiment kiffé. Franchement, tu serais surprise parce que parfois ça bouge, quoi, et c'est intense, c'est fou. Mais bon, en tout cas, pour d'autres personnes, le frein psychologique, il arrive encore en amont, avant même de se dire je vais y aller ou je vais pas y aller. Ce serait une musique trop compliquée. Et moi, ce que j'ai à répondre, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir été esclave dans une plantation de coton pour aimer le blues. Waouh. Comme en fait, on n'a pas non plus besoin du coup, de rien finalement pour être touché par une œuvre musicale. Est-ce que toi, t'écoutes du classique? Alors là, non. Par contre, moi, j'ai fait du conservatoire. Toute ma scolarité entre la primaire et le lycée. Donc j'ai eu à écouter beaucoup de musique classique, le solfège, j'ai fait du piano, etc. Donc j'en ai bouffé du Beethoven, mais là, etc. Maintenant, c'est devenu genre un travail. T'es traumatisée. Non, tu vois, c'est pour ça que quand j'entends des samples de musique classique sur du rap, je suis trop saucée. Okay. Vraiment, j'aime beaucoup. Et toi, du coup? Moi, pas souvent, mais quand ça m'arrive, je sais pas, imaginons que c'est sur une enceinte et que ça passe en aléatoire, tu vois, je vais avoir un peu honte et je vais me dire, mais ils vont me prendre pour Miss Prout-Prout, genre, qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et pourtant, tu sais quoi? La musique classique, elle ne cesse de se renouveler dans l'espoir de rallier un public un peu plus jeune. Et justement, c'est le cas sur les réseaux sociaux et plus
plus particulièrement sur YouTube. Il semblerait que ce renouvellement ait fait son effet. En tout cas, c'est ce qu'a dit le premier rapport annuel d'Epidemic Sound, une société suédoise qui propose un accès simple à des compositions libres de droit. Et du coup, apparemment, cette année, l'utilisation de morceaux classiques sur YouTube a augmenté de 90%. C'est quand même énorme. Voilà, c'est quand même énorme. Et le classique serait le genre musical qui a connu la plus forte progression parmi les créateurs de contenu en 2022. Okay. En fait, ils utilisent beaucoup la musique classique pour exprimer leurs émotions, pour des vlogs, etc. etc. Donc, écoutez, musique classique is the new black. Hein 20h32, bienvenue dans la dernière partie de votre hebdo La pluie et le beau temps, l'hebdo qui décrypte l'actu culture et société d'une manière so sweet, so chill. Sur cette dernière demi-heure, on va parler cinéma et d'un style de film bien précis, les biopics. Alors, mercredi dernier est sorti Flo, le biopic de la regrettée navigatrice Florence Artaud. Vous savez qu'on vous appelle la petite fiancée de l'Atlantique aujourd'hui ? C'est la première à mettre le mot marin au féminin. C'est un merveilleux défi, Mademoiselle Artaud. Florence Artaud, c'est celle qu'on appelait la petite fiancée de l'Atlantique. Et c'est une aventurière de la mer qui a ouvert la voie à de nombreuses femmes navigatrices. C'est à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, que sa carrière connaît son apogée le 18 novembre 1990, puisqu'elle est la première femme, la toute première, à remporter la route du Rhum à bord de son bateau, un trimaran renommé Pierre Ier. Et la route du Rhum, en fait, c'est quand même une course en solitaire de 14 jours. Et c'est aussi la même année qu'elle remporte le record de la traversée de l'Atlantique en 9 jours. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je vis sur l'eau, depuis 76 où j'ai arrêté mes études de médecine. Je ne fais que du bateau, je ne fais que naviguer tout le temps. Donc je me considère pas comme une femme qui fait du bateau, mais comme un marin. Cette traversée d'Atlantique, ce record d'Atlantique que je viens de faire est pour moi une épreuve parmi beaucoup d'autres. Du coup, j'en reviens à son biopic puisqu'il a fait grand bruit, comme on dit. En fait, c'est un film qui est basé sur le livre de Yann Kefelec et mis en scène par Géraldine Danon. Alors, je suis allée sur le site Allociné, Flo. Et en termes de retour, on a sur 5 étoiles, la presse a noté 2,8 et les spectateurs ont noté 3,7. On est quand même sur un film énorme, le décalage. Ouais. Alors, les gens ont kiffé. Comme j'ai dit ce matin dans la matinale, à bâbord, il y en a qui ont kiffé, à tribord, il y en a qui ont détesté. Ils étaient morts de rire ce matin, je te jure. Et du coup, on est quand même sur un film avec un budget de 14 millions d'euros. Donc autant te dire que le film était attendu, d'autant plus que Florence Artaud, c'était une personnalité qui était appréciée du public. Pourquoi je parle d'elle au passé ? Parce que elle est tragiquement décédée en 2015 dans un crash d'hélicoptère. Peut-être que vous vous en souvenez. C'était pendant le tournage du jeu télévisé Dropped pour TF1. Finalement, le jeu n'a jamais été diffusé et d'autres sportifs ont perdu la vie ce jour-là. Bon alors, pour en revenir au film, les biopics, c'est clairement une recette qui marche. Et en ce moment, à l'affiche, on a Bernadette, un film de Léa Doménac où Catherine Deneuve incarne Bernadette Chirac. Et demain, donc mercredi 8, va sortir au cinéma le film L'Abbé Pierre, une vie de combat, réalisé par Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco. Alors ça cartonne. Franchement, les biopics, ça cartonne parce que si la vie de nos personnalités publiques inspire, c'est pas rare en fait que ce ne soit pas du goût des intéressés ni de leur entourage. Les biopics, c'est en fait comme un challenge. Jusqu'où est-ce qu'on peut jongler avec la réalité ? Est-ce que la perception du réalisateur est toujours semblable à la vie de la personnalité ? Flo, toi, je sais que tu es allé voir bien évidemment le film et tu vas nous expliquer pourquoi. Je sais que tu l'as kiffé, mais est-ce que tu as trouvé ce que tu voulais voir de la vie de Florence Artaud dans ce film ? Ouais, moi déjà, comme tu l'as dit, j'ai foncé au ciné pour aller le voir à sa sortie. Pourquoi ? Parce que, pour faire une petite digression, c'est à cette femme, du coup, Florence Artaud, que je dois mon prénom. Okay. Donc voilà, petite valeur sentimentale. Après l'avoir vue, j'en suis devenue encore plus fière. Et j'ai pas arrêté d'y aller dans la salle et tout. Du coup, ça raconte son parcours en tant que navigatrice et première et seule femme à avoir remporté la route du Rhum. D'ailleurs, les scènes en mer sont magnifiques. Et ouais, tu sors du ciné, t'as envie de passer ton permis et faire l'expérience de la solitude des bateaux. Donc, j'ai une expression que j'aime trop, c'est il y a des vivants, il y a des morts, il y a des gens en mer. Ok, je ne connaissais pas. Poétique. Bon, puis ce qui est beau avec son histoire, c'est qu'évidemment, elle fait écho à la place des femmes dans ce milieu ultra masculin. Oui, d'ailleurs, elles étaient totalement exclues jusque dans les années 70. Ouais, et puis c'est vraiment elle qui a entamé du coup la bascule dans les années 90, même si aujourd'hui ça reste encore un fief de la virilité où les tâches en bateau sont genrées, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des femmes préfèrent naviguer solo. Et c'est rigolo parce que Florence Artaud s'est jamais revendiquée féministe, mais à mes yeux ce film incarne très très bien la lutte des femmes, et c'est intéressant justement. Attention, c'est pas simplement un portrait
autour de sa victoire. Ouais, on va en parler plus tard. Et justement, ce qui est beau avec ce biopic, selon moi en tout cas, c'est qu'il dépeint pas seulement le portrait d'une simple gagnante, il est bien plus complexe que ça, il aborde son addiction au risque, puis même, tu vois, tu as parlé de ce crash d'avion, mais elle a failli mourir beaucoup de fois avant, tu vois, c'est fou. Du coup aussi à l'alcool, il évoque sa sexualité très décomplexée, et en même temps, son côté fleur bleue, tu vois, elle est d'ailleurs pleine de contradictions, chic et vulgaire, indépendante et sacrificielle, bref, autant de choses qui rendent du coup, selon moi en tout cas, son portrait très touchant et humain. Justement, moi je vais revenir sur cet aspect dont tu parles. Tu sais que la sortie de ce film a suscité de mauvaises réactions, notamment d'une partie de la famille de Florence Artaud. Alors il y a sa fille par exemple qui a intenté un référé en justice devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir de base une copie du scénario. Ça n'a pas été le cas. Et en plus de ça, son frère Hubert Artaud et une partie de l'entourage de la navigatrice se sont vivement opposés à ce biopic parce qu'en fait pour eux le film il est né déjà de base d'un mensonge puisque la réalisatrice Géraldine Danon n'a jamais été une amie de Florence comme elle l'avait annoncé. Mais c'était elle a dit carrément que c'était la marraine de son fils. Mais eux ils soutiennent que non, que elle n'était qu'une copine qu'elle a dû voir une dizaine de fois dans sa vie. Et du coup le film divise complètement. Moi j'ai lu sur internet qu'il manque de ce souffle de l'épopée qu'a dû ressentir la navigatrice quand elle était en mer, tu vois. Et j'ai lu aussi qu'il y avait des scènes inutiles. Et d'ailleurs son frère Hubert Artaud s'est exprimé au micro de France Bleu Azur, tu verras. Pour le film, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il passe complètement à côté de la magie du personnage et que ce qui est présenté de Florence, en fait, pour le grand public, ne comprendra pas comment une fille qui a été élevée, on va dire, dans une famille pseudo-bourgeoise, dans le 16e, etc., devient tout d'un coup une aventurière, etc. Tu vois, en fait, pour eux, le film, il est complètement déformé. Les dialogues sont pauvres et surtout, l'histoire et la personnalité emblématique de Florence Artaud ne ressortent absolument pas. Et du coup, les images de bateaux, pour eux, constituent que 30% du film et le reste, ça montre de la beuverie ou du sexe. Mais après, de toute façon, c'est souvent le cas dans le cadre d'un biopic que la famille se plaigne et n'aime pas le résultat. Donc moi, bien sûr, je peux comprendre la déception, mais c'est tellement dur, imagine, de résumer une vie en un film de 2 heures. Moi, je reste persuadée que si un jour, je meurs et qu'on réalise un biopic sur moi, en fonction du fait que ce soit fait par ou ma famille ou par mes amis, il sera totalement différent. Il y aura forcément une frustration d'un côté comme de l'autre. Puis pareil, tu vois, moi dans le cadre, d'un hommage, s'il faut choisir certains points de ma personnalité et pas d'autres, même moi, j'aurais du mal à savoir quelle image je veux laisser. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça hyper difficile. Au contraire, moi, tu vois, je pense que je suis la même avec mes amis, enfin avec tous mes proches. Et je pense en tout cas que... Donc là, si on fait un film de toi, tous, ce sera le même. En tout cas, il y aura beaucoup de points communs. Je pense sincèrement que ma personnalité ressortira dans ce film. Ok. Ouais, je pense. À voir, peut-être pas. On va peut-être éviter d'avoir un biopic sur nous. Quoi qu'après, il y a aussi des gens vivants. Moi, je le fais, tu vois. 20h39, vous êtes sur Move, c'est la pluie et le beau temps, épisode 11. On parle de biopic, il y en a un qui est sorti en décembre de l'année dernière. Et moi, personnellement, je m'étais empressée d'aller le voir. Parce que c'est une chanteuse que je kiffe. C'était le biopic sur Whitney Houston. Tu l'as vu ou pas? Je l'ai pas vu, mais il faut. Alors moi, j'ai été un peu déçue parce que je sais pas si parmi les gens qui nous écoutent, certains l'ont kiffé ou pas. Mais je trouve qu'il était un peu plat. Il faut pas du coup. En tout cas, ce film s'appelait Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. On discute au sujet des biopics et c'est vrai que c'est toujours un challenge. Jusqu'où on peut jongler avec la réalité? Est-ce que la perception du réalisateur est toujours semblable à la vie des personnalités qu'on aime tant? Alors on l'a vu, les biopics pullulent depuis quelques années, je le disais tout à l'heure, et c'est un peu une recette gagnante, tu vois Flo. Du coup, je vais quand même recontextualiser. Un biopic, c'est quoi? C'est un film biographique de fiction qui retrace la vie d'une personnalité qui existe ou qui a existé. Et depuis les années 80, il y a tellement de possibilités pour les réalisateurs de recréer efficacement des paysages et des zones urbaines, des zones en tout cas urbaines d'époque, que c'est de plus en plus simple de sortir un biopic sur un personnage, même d'antan, comme par exemple Napoléon, qui sort justement le 22 novembre 2023 en France. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai placée sur ma tête.
Napoléon, il sera interprété par le grand Joaquin Phoenix. Je l'aime beaucoup cet acteur. C'est lui qui a interprété le Joker. Ouais, mais dommage que Napoléon, ça me dise pas. Ouais, parce que si c'est Joaquin, je veux bien aller voir le film. D'ailleurs, je crois que Joker, c'est un de mes films préférés. Bref, du coup, Napoléon, c'est vraiment un biopic qui est réalisé par Ridley Scott et qui, à mon avis, va marcher puisque les biopics, ça cartonne. Qu'est-ce que t'en penses, Flo? Est-ce que tu dirais que trop de biopics tue le biopic? En fait, on fait un peu une overdose de biopic quand même. Bon, répondre à la question. Non, mais c'est marrant, mais c'est un genre qui est né en même temps que le ciné, en fait. On doit le tout premier à Georges Méliès en 1899 avec Cléopâtre. Ça, c'est un film qui a été perdu, comme une grande partie de sa collection, le pauvre. Et puis, on n'a jamais arrêté d'en produire. On a juste changé de façon de s'y prendre. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on a commencé à mettre en avant le bon et le mauvais côté des personnages. Puis, depuis les années 2000, on est passé à une réalisation plus expérimentale et subjective, du coup, afin de simplifier l'histoire et en conséquence mieux captiver le spectateur. Genre, comme quand celui de Mark Zuckerberg, je sais pas si tu l'as vu sur Facebook. Oui, je l'ai vu. Et on rajoute une histoire d'amour totalement fictive, juste pour... Et ça marche et du coup, ça va susciter encore plus l'attente du public. Ouais, ça c'est lié à la tendance actuelle au voyeurisme, mais en même temps, ça fait appel à la nostalgie parce qu'en fait, faire revivre une personne, c'est aussi faire revivre son époque. Et donc, on peut se dire, ouais, mais ça me rappelle quand j'étais jeune. Et il y a aussi l'aspect historique qui entre en jeu, comme avec Napoléon, j'imagine, tu vois, où on cherche en fait à s'instruire et c'est toujours plus fun et efficace que d'ouvrir des tonnes de bouquins ou chercher des ressources. Est-ce que toi, t'aimes le genre biopic? Est-ce que tu consommes des biopics? Je crois que je les ai tous vus. C'est vrai? J'aime tous trop les biopics, même sur Netflix par exemple, je vais toujours vers la partie reportage. Là, t'as vu Tapi par exemple? Non, mais je vais le voir, je vais le regarder bientôt. Okay. Mais tu vois, j'aime bien les trucs un peu documentaires. Ouais. Du coup, je trouve que c'est un très bon compromis en fait entre les deux. Et toi, t'aimes bien ou pas? Moi, c'est pas ma cam. Donc, Florence Artaud, j'étais obligée. Mais sinon, en général, je trouve que c'est toujours la même structure. Enfin, j'aime pas trop. Non, mais je capte. Je vois, chacun ses goûts. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est aussi une facilité pour les producteurs de créer des biopics. Forcément, le scénario, il est déjà fait, donc c'est top. Il n'y a pas de spoil, tu vois. C'est ça. Après, c'est qui tout doux, puisque quand le personnage principal fait déjà partie de l'univers collectif, en fait, il y a sûrement plus d'attentes, tu vois, quand on connaît cette personne, comme toi avec Whitney, en fait. Ouais. Et du coup, par contre, produire un biopic, c'est aussi prendre un risque financier. En fait, il faut choisir un bon personnage déjà, mais surtout un bon acteur pour l'incarner. Donc, c'est souvent des grosses têtes d'affiche et aussi, surtout, il faut savoir si les proches font partie intégrante de l'équipe, justement, ou pas. Et en fonction, la préparation prend énormément de temps, notamment sur la question de comment on aborde une vie, si on montre la face cachée ou pas du personnage et si on s'offre une part de mensonge, de légende, de mythe. Justement, là, tu vois, tu parles de ça et moi, le biopic qui me vient à l'esprit, c'est un vrai faux. Ça existe, un vrai faux biopic sur l'icône canadienne, ma star bien évidemment, Céline Dion. Ce film, il a été réalisé par Valérie Lemercier en 2020. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. Cette folie-là, on va pas la faire, Aline. Garde-moi bien droit dans les yeux, puis dis-moi que tu m'aimes pas. Alors je vous annonce tout de suite, moi l'histoire d'amour entre René Charles et Céline, je peux crever, vraiment je les aime trop d'amour, vraiment Céline ma star. En tout cas ce vrai faux biopic sur l'icône canadienne avait fait beaucoup parler. La famille de Céline Dion n'avait pas du tout validé, un peu comme le film de Florence. Parce qu'en fait selon Claudette et Michel Dion, donc la sœur et le frère de Céline, ce long métrage était complètement faux et surtout la représentation de leur grande famille, elle était complètement fausse parce ils ont carrément dit que eux ils avaient l'impression d'être passés pour un gang de bougons. Ils passent un peu pour des blous quoi. Un peu, en gros, en d'autres termes, des gens super aigris. Et à ça, Valérie Lemercier, elle a répondu qu'elle allait quand même pas s'excuser d'exister et d'avoir fait ce film. Et surtout qu'elle avait prévenu que c'était une fiction avec pas mal de modifications romancées. Mais surtout, moi, je la pense très sincère. Enfin, moi, j'ai vu le film et du coup, fou rire parce que j'ai adoré. Il est kitsch à souhait. Et donc, déjà, dans le biopic, Céline s'appelle Aline Dion. Pardon, mais la démarche, elle est assez surprenante. Moi, ça me tue. Et on dirait vraiment une parodie. Je sais pas si tu l'as vu. Mais en fait, il n'est que gênant. Genre, t'as des plans affreux où Valérie Lemercier, 57 ans à l'époque, joue Céline enfant. En fait, je comprends pas déjà. En fait, pourquoi tu veux l'appeler Aline? Et puis après, tu reprends tout. Mais elle a dit, je crois, il y a qu'une Céline, elle peut pas exister deux fois. Enfin, bon, après, c'est bon. Là, c'est vrai que c'est drôle. Mais parfois, la fictionnalisation, ça peut constituer un réel danger. C'est clair. Et ce qui est surprenant, mais pas tant, c'est que la plupart du temps, ça met souvent à mal des femmes. L'exemple qui me vient, c'est Blonde, donc le biopic sur Marilyn Monroe. Ouais, tu l'as vu? Bien sûr. Est-ce que t'as aimé? Je le trouve un peu drama.
Ah bah, complètement. Beaucoup. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé. Okay, et bon. en plus, pour le coup, j'ai pas compris en quoi c'était nécessaire dans le divertissement ou autre de montrer en fait des scènes d'avortement horribles quand on sait en plus que Marilyn a souffrait d'endométriose et avait des problèmes de fertilité. Tu vois, ça n'a aucun sens et ça ne sert pas l'histoire en fait. D'ailleurs, il a été taxé d'anti-avortement par le planning familial. Il est tellement sexiste. Après, si on prend de la hauteur, je suis quand même de l'avis de dire qu'un biopic reste de la fiction et que la fiction n'a pas vocation à être une réalité objective, comme le documentaire par exemple, et doit pas non plus se substituer à l'histoire. Une œuvre d'art, ça reste un divertissement, au mieux une réflexion. Et à mon sens, ce qui compte, c'est que l'histoire d'un individu devienne une porte d'entrée, tu vois, à des considérations plus universelles. Ok. Alors moi, tu vois, j'attends vraiment d'un biopic de retracer exactement la vie d'un artiste, vraiment. Alors, je sais pas, c'est quoi, toi, tes biopics préférés, ton biopic préféré? Flo. Non, c'est vrai. Allez le voir en salle, j'ai adoré. Et comme c'est pas ma cam, lui, il est vraiment bien, je trouve. Ok. Moi, mon biopic préféré, alors, c'est pas vraiment des vrais biopics parce que c'est pas la réalité. J'ai kiffé, bien évidemment, Get Rich or Die Trying de 50 Cent quand j'étais gamine. Je vais vous saouler jusqu'à fatiguer. 8 Miles aussi de Eminem. C'est vraiment que lui, des films qui m'ont marqué. Et j'ai adoré. Ouais, il est super bien. Mais génial. je pense que mon biopic préféré, ça reste Ray. Donc le biopic de Ray Charles, interprété par Jamie Foxx. Il est magnifique et Jamie Foxx l'interprète vraiment super bien. Allez, j'ai une petite mauvaise nouvelle pour toi, Flo. Et ben c'est la fin de La pluie et le beau temps. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Youssef et Sybille d'avoir géré à la régie. Si vous avez kiffé l'émission, je vous le redis comme les semaines précédentes. En attendant qu'on revienne mardi prochain, vous pouvez nous écouter. Leïla nous a manqué. Leïla, elle sera de retour mardi prochain. Vous inquiétez pas, elle sera là, plus forte que jamais. Et on est de retour, le trio de choc, pour débriefer l'actu culture et société.